13h à Cotonou et dans tout le Bénin. Bonjour et bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Voici le sommaire. « 21 juin, fête de la musique. La musique est revisitée sous toutes ses différentes notes. À l'ère du digital, les lignes bougent, les codes changent, les acteurs, eux, s'adaptent. Ils se prononcent dans cette édition, vous les entendrez. La croisade contre les faux médicaments se corse davantage au Bénin. Le Parlement définit un cadre légal à la lutte. Il a autorisé la ratification de la Convention Médicrime. En République démocratique du Congo, la ville de Kinshasa croule sous les déchets plastiques. Les Kinois sont confrontés à un énorme problème de pollution environnementale et de santé publique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. On démarre par cette visite d'amitié du ministre congolais des Affaires étrangères, de la coopération et des Congolais de l'extérieur au Bénin. Il est porteur d'un message de soutien du président congolais au chef de l'État Patrice Talon. Cette marque de sympathie et d'amitié du président Denis Sassou Nguesso intervient après le retour du chef de l'État de ses soins médicaux dans l'Hexagone. Je vous propose de suivre tour à tour le ministre congolais des Affaires étrangères et son homologue du Bénin. Ce matin, nous avons le privilège d'être ici à Cotonou parce que nous sommes porteurs d'un message de son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, à son Excellence Monsieur Patrice Talon, président de la République béninoise. Message d'amitié, de fraternité, message de réconfort. Vous savez qu'entre le Bénin et le Congo, c'est une longue histoire d'amour. Et ce n'est pas de la langue de bois, ce n'est pas du tout de la langue de bois que de le dire. C'est des relations très solides, des relations très anciennes. C'est des peuples très soudés. C'est une relation au niveau des chefs d'État, depuis les anciens jusqu'à ceux d'aujourd'hui. Et une relation également sentimentale, parce que nous avons, aussi bien à Brazzaville qu'à Pointe-Noire, de nombreux Béninois qui travaillent, qui vivent avec leur famille, qui travaillent honnêtement, qui gagnent leur vie et qui contribuent à l'essor économique du Congo-Brazzaville. Et nous en sommes fiers. Et donc nous sommes porteurs d'un message d'amitié, de fraternité, de solidarité, de soutien à son Excellence M. Patrice Talon. Je suis très heureux ce matin d'avoir eu le privilège d'accueillir Monsieur le ministre Jean-Claude Gakosso, le ministre des Affaires étrangères du Congo-Brazzaville, qui est non seulement le collègue, mais un ami et un frère, parce que les relations, comme il vient de l'indiquer, entre le Congo-Brazzaville et le Bénin sont des relations de fraternité. Ce sont des relations quasi fusionnelles. Il ne vous a pas échappé que quelques mois après sa prise de fonction, le président a inscrit le Congo-Brazzaville parmi les pays qu'il a visités. Donc il s'est rendu par 2 fois au Congo-Brazzaville. Il a été à Oyo et il a aussi été l'hôte de son frère, le président Denis Sassou Nguesso, pour la fête nationale qui a été célébrée à Mandingou. La relation avec le Congo est une relation qui est une relation spéciale. Donc je suis heureux de vous le dire et de porter témoignage de cela et de confirmer tout ce que le ministre Jean-Claude Gakosso vient de vous dire. Nos présidents sont des amis, sont des frères et nous allons continuer notre travail dans le sens de la consolidation de ces excellentes relations. Je vous le disais dans le titre, nous sommes 21 juin et le monde célèbre la fête de la musique. Depuis quelques années, les techniques de création, de production et d'enregistrement musical ont changé. Le numérique a complètement révolutionné les habitudes. Les lignes ont donc bougé dans la production musicale. Alors, quels sont aujourd'hui les atouts et les faiblesses du numérique dans l'édition de musique? Jérôme Mungbo et Carlos Humpati sont allés à la rencontre de quelques promoteurs pour en savoir davantage. La musique
L'art de produire du son agréable à l'ouïe avec des instruments a évolué avec le temps. Avec l'évolution de la technologie, grâce au logiciel de montage, le numérique s'est enraciné dans les habitudes. Le numérique a permis à la musique aujourd'hui ou aux créateurs, musiciens, de faire un pré-projet, de faire les corrections les plus fines, d'aller loin vers des frontières qu'on ne pouvait atteindre rien qu'à partir de votre studio. Parce que si vous finissez de faire la musique, vous pouvez balancer sur le réseau Internet, c'est le numérique qui permet ça. Et à l'instant où vous finissez, la musique peut être écoutée au bout de l'autre planète là-bas. Mais la musique créée par le numérique est en souffrance de finesse et de spontanéité humaine. L'analogie, il y a de la fantaisie, il y a de la chaleur, il y a des spontanéités qui naissent. C'est-à-dire nous avons la précision au niveau du numérique. Nous avons bien sûr des gonflages, nous avons des effets, mais il manque de vie. De façon pratique. Quand vous laissez le micro au chanteur aller sur la scène en live, tout de suite vous comprenez, vous demandez si c'est lui qui a chanté en studio ou bien c'est quelqu'un d'autre. Du coup, le numérique permet de corriger les voix et du coup de proposer à la consommation du public un artiste qui est en totale tricherie avec le public. L'avènement du numérique a fait naître de nouveaux types d'artistes, de créateurs, d'œuvres d'esprit, de marchés et de producteurs. Le marché devient grand, le marché devient beaucoup plus difficile à être maîtrisé. Donc du coup, ça fait appel à d'autres techniques, ça fait appel à d'autres compétences. L'arrangeur Eric Thompson a appliqué le numérique au rythme traditionnel Zinligbete sans le dénaturer. Ce numérique nous permettra d'ici à là de sampler tous les instruments du Gbete, sans nécessairement chasser les musiciens dans l'exécution du Gbete. Mais on sample les musiques et les instruments pour pouvoir faire les avant-projets, créer la musique et maintenant appeler les musiciens et dire venez la jouer de cette manière pour que ça réponde aux standards, davantage aux standards internationaux. Pour les professionnels, l'enjeu du numérique dans la musique doit être cerné à sa juste valeur. Pour que la chaîne tourne, il faut que les maillons se mettent en place et que chaque maillon puisse maîtriser son secteur d'activité de la manière la plus appropriée possible. Ce qui permettra au Bénin d'être révélé sur le plan du son, de la symphonie, de la mélodie. Cela existe. Et voilà, on sort maintenant des murs des studios et on se rend au Parlement. Le Bénin vient d'entrer dans le cercle des États résolus à endiguer le phénomène des faux médicaments. Un engagement traduit à travers l'autorisation par le Parlement béninois ce mardi de la ratification de la Convention Médicrime, une convention qui réprime la vente et la consommation de faux produits médicaux. Guillaume Avienon pour Le Point. En autorisant ce mardi le gouvernement à ratifier la convention Médicrime, les députés béninois sont bien conscients des difficultés liées à la répression des médicaments de qualité douteuse introduits au Bénin. La dite convention, signée entre plusieurs dizaines de pays de la planète en 2011, est considérée comme étant le premier instrument juridique criminalisant la fabrication et la distribution de faux produits médicaux. Les entreprises pharmaceutiques officielles trempent dans ce trafic des faux médicaments. Que fait le gouvernement pour lutter contre ce phénomène? Quelle est la politique du gouvernement pour endiguer le phénomène, hormis la répression tous azimuts? Il faut autoriser aussi nos jeunes qui ont fini leurs études de pharmacie à ouvrir leur pharmacie. Parce que les anciens ne veulent plus que ces jeunes-là s'installent. Le sujet est pris au sérieux par l'exécutif. Bien que des structures de contrôle de qualité des médicaments existent au niveau du ministère de la Santé, la porosité de nos frontières et l'indélicatesse de certains patrons d'officines et dépôts pharmaceutiques constituent de menaces graves, fait observer le ministre. À tout cela, il faut ajouter d'autres facteurs comme l'analphabétisme des populations, la non-disponibilité de la version générique de certains médicaments et le désir de nouveaux pharmaciens de s'installer dans les centres urbains à forte densité démographique pour mieux accéder à une clientèle au pouvoir d'achat élevé, et la liste n'est pas exhaustive. C'est que tous les pharmaciens ont tendance
à vouloir s'installer à Cotonou et à Porto-Novo. Ce qui n'est pas normal. Tout le monde veut être à Cotonou ou à Porto-Novo. Parce que c'est là qu'il y a une forte densité de la population et c'est là aussi que le pouvoir d'achat est élevé. Mais les populations des autres localités aussi ont besoin de pharmacies. Le gouvernement a déjà prévu une série de mécanismes pour une meilleure adaptation de la convention Médicrime à la réalité socio-économique du Bénin, assure Alassane Seydou. La plénière a clôturé ses travaux par l'adoption de la loi portant autorisation de ratification de l'accord de Bangui instituant l'OAPI, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Deuxième journée de la deuxième session de la Cour d'assises 2017. 4 dossiers tranchés, coups mortels, viols, coups ayant entraîné infirmité ou mort. Tels sont les motifs pour lesquels 4 prévenus sont fixés sur leur sort. Ils étaient pour la plupart en attente de leur procès. Depuis au moins 5 ans en prison, la justice béninoise rouvre ses assises supplémentaires pour faire diligence. Osia Sassou-Nouveau nous fait le point des 2 premières journées de ces assises. Assises supplémentaires 2017, déjà 4 dossiers tranchés en 2 jours. La justice béninoise a décidé de changer l'image des prisons surpeuplées avec des prévenus souvent en très longue détention provisoire en attente de procès aussi là tardif. Premier dossier de coups mortels porté par Émile Ressou à la tête de sa victime. Nous sommes en 2009. À Calavis. C'est la suite dramatique d'une altercation entre 2 amis. 10 ans de travaux forcés requiert l'avocat général. La cour tranche à 8 ans. Maître Moustapha Ouaidi avait plaidé pour l'accusé l'excuse de provocation. Émile Ressou sort libre de ses assises puisqu'il a déjà attendu 8 ans derrière les barreaux en attente de ce procès. Deuxième dossier de viol sur mineur par son oncle paternel. 3 drames qui frappent en même temps cette pauvre fillette. Viol, pédophilie et puis inceste. La cour a frappé lourd, 20 ans de travaux forcés pour l'accusé. Le message de la cour est très clair, surtout par 7 ans de campagne intense pour la protection des filles. Troisième dossier, coups et blessures volontaires de Meyevi Herman ayant entraîné la mort d'un voleur. Ce dernier fait irruption par effraction, couteau au poing chez l'accusé. La course du voleur s'achève par des coups de machette portés par l'accusé. Meyevi Herman écope de 6 ans de travaux forcés. C'est le temps passé en attente de ce procès. Il est désormais un homme libre. Dernier dossier enfin, coups et blessures volontaires ayant entraîné une infirmité permanente. L'année dernière, 2 jeunes éleveurs se disputent l'accès à une source d'eau pour leurs troupeaux respectifs. L'accusé, Ousmane Mohamed, tranche la main de Mamadou Ousseini après avoir, dit-il, essayé d'éviter à 3 reprises la provocation, la bagarre. 10 ans de travaux forcés, c'est ce que requiert l'avocat général pour sanctionner l'impulsivité coupable de l'accusé. 8 ans, tranche la cour, après une plaidoirie qui repose essentiellement sur l'excuse de provocation et sur la clémence. Une opération militaire à présent, son nom de baptême, Kondo 217. Elle a démarré cette opération ce mardi. C'est un ensemble d'exercices auxquels sont soumis les hommes de la marine militaire béninoise. Le haut commandement veut les aguerrir pour des côtes et eaux territoriales encore plus sûres. L'exercice s'est déroulé en mer, à quelques encablures des côtes. Ghislain Poguet et Igor Ayosso les ont suivis dans leurs manœuvres. Suivez le reportage. Là-bas, elle vient à gauche 10. À bord du patrouilleur P109 à Libouri, des inspecteurs des pêches, des infirmiers et médecins militaires, des sapeurs-pompiers, des agents de la police nationale, des gendarmes et des fusiliers marins. L'exercice consiste à raisonner un chalutier qui pêche illégalement dans les eaux territoriales béninoises. L'exercice s'appelle donc la police des pêches. C'est une manœuvre qui nous permet d'appréhender tout navire, tout individu pêchant dans nos eaux de manière illicite. Il est question d'aller voir l'embarcation sur position et de monter à bord. Une fois arrivé à bord, j'ai ordonné à mes éléments de s'assurer donc qu'il n'y a pas des objets illicites avant l'intervention des éléments de la pêche pour qu'ils puissent s'assurer et faire le contrôle de leurs filets et tout ce qu'ils ont comme matériel de pêche. La manœuvre vise aussi à vérifier la cohésion et la fluidité des communications entre la direction des pêches, la direction de la marine marchande, la police judiciaire et la gendarmerie. À bord de la Libouri pour apprécier les différents compartiments de l'exercice, un officier supérieur
qui fait office d'évaluateur. Pour moi, le personnel des forces navales a été vraiment magnifique ce matin dans le professionnalisme qu'ils ont montré. Et également la présence des inspecteurs de la dépêche. Et donc je crois que ça a commencé à prendre et nous devons continuer l'entraînement pour arriver à la perfection. Dans le deuxième exercice à venir, les marins s'occuperont de la sécurité à quai. Une manœuvre bien spécifique dans son contenu. Il y aura des scénarios genre la lutte contre les incendies à bord, les voies d'eau sur les bateaux. La lutte contre la piraterie sera au menu du troisième exercice pour la sécurité sur les côtes et dans les eaux territoriales du Bénin. On revient sur terre ferme à présent. Un nouvel horizon se dessine dans l'environnement des pensions et de la sécurité sociale. Les acteurs de la protection de la personne réfléchissent sur le code qui régit ce domaine. Un séminaire de 2 jours s'est tenu à Ouida. Plus de détails dans ce reportage de Koudous Abdoulaye, Blaise Adankbo et Calvador Awan. Dès que l'on commence à mettre son énergie au service d'une structure, celle-ci a l'obligation de vous aider immédiatement à préparer aussi votre départ. Toute la problématique est là. Préparer le fonctionnaire à une bonne retraite, avec à la clé l'obtention facile de sa pension. Les collaborateurs du médiateur de la République s'approprient le code des pensions et de sécurité sociale pour mieux satisfaire leur père. Monsieur le médiateur de la République, votre institution reçoit nombre de réclamations et au titre de ces réclamations figurent en bonne place les préoccupations relatives à tous ceux-là qu'on qualifie de personnes de troisième âge pour avoir fait valoir leur droit à une pension de retraite. En 48 heures d'échange, plusieurs modules seront organisés pour davantage éclairer le personnel du médiateur de la République. D'abord, de ma position de chef du service des ressources humaines, ce séminaire renforcera notre capacité d'intervention dans la nécessaire collaboration entre les structures du ministère des Finances et celles du ministère de la Fonction publique. À l'issue de ce séminaire, c'est de permettre aux participants d'en savoir davantage sur les dispositions du Code des pensions et les dispositions du Code de sécurité sociale. Une lueur d'espoir pour le retraité dans le traitement de son dossier relatif à l'obtention de sa pension. Le Conseil national de la statistique a tenu mardi sa première session extraordinaire de l'année. L'ouverture de la cérémonie a eu lieu au ministère du Plan et du Développement, et cela sous le thème « Repositionner le système statistique national au cœur des dispositifs de suivi et évaluation des programmes et initiatives de développement tels que le PAG, les ODD et le PND ». Plus de précisions avec Brice Chibozo, Iliad Bokovo et Jean-Claude James. C'est reparti pour les activités du Conseil national de la statistique. Au cours de cette première session extraordinaire, le défi reste le repositionnement du système statistique national. La présente session consacre la relance des travaux du Conseil national de la statistique. En effet, un bon fonctionnement de cette instance et de ses commissions spécialisées est nécessaire pour assurer la coordination du système statistique national et l'opérationnalisation du dispositif de suivi-évaluation de la SNDS. Offre statistique en appui à la mise en œuvre du Plan national de développement 2018-2025, évaluation de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de la statistique SNDS 2 et feuille de route de l'élaboration de la SNDS 3 sont les deux communications qui vont meubler les travaux. Les contraintes de développement auxquelles nous faisons face, sujet que nous devons nous engager résolument et avec professionnalisme et méthode dans les différents chantiers de la statistique. C'est fort de cela que je vous invite à tirer enseignement de l'évaluation de la mise en œuvre de notre deuxième stratégie, celle qui vient de se terminer, et à en déduire les conséquences nécessaires. Notre mobilisation commune, et je dirais conjointe avec le gouvernement, est une donne essentielle pour l'opérationnalisation effective de l'appareil statistique pour la réalisation des ODD. L'utilité des statistiques n'est plus à démontrer. À preuve, on dénombre aujourd'hui plus de 10 millions d'habitants au Bénin
grâce au dernier recensement général de la population et de l'habitation RGPH 4 réalisé par l'INSAE. Et pendant ce temps, les meilleurs acteurs du projet de service décentralisé conduit par les communautés PSDCC sont récompensés. L'objectif est d'encourager ces hommes et femmes qui ont contribué au bon fonctionnement de ce projet au Bénin. Ils ont reçu officiellement leur attestation de reconnaissance mardi en présence de nos reporters Rebecca Kenjaoundé, Beneli Alopon. Reconnaissance pour travail accompli. Ces acteurs porteurs de dynamique communautaire voient leurs efforts ainsi récompensés par le projet des services décentralisés conduit par les communautés PSDCC. Tout au long de leur mobilisation auprès des communautés à la base, ces acteurs ont toujours suggéré au PSDCC la délivrance d'une distinction reconnaissant leurs efforts et leur engagement pour l'atteinte des objectifs du projet. La présente cérémonie de délivrance d'attestation de reconnaissance est l'expression de la prise en compte de cette doléance. Le PSDCC est un projet d'appui à la décentralisation et à la lutte contre la pauvreté au Bénin. Sa stratégie est d'intégrer l'approche du développement conduit par les communautés au niveau des ministères sectoriels et des communautés villageoises. Ce sont des parents qui sont dans les villages, qui ont pris l'engagement de travailler de façon bénévole pour la mise en œuvre de l'approche du développement conduit par les communautés, le DCC, qui vise à faire exécuter des actions de développement à un niveau plus rapproché. Et ces APDC, durant tout le temps, sous la pluie, sous le soleil, se sont sacrifiés. Et il est temps qu'on leur reconnaisse ce travail qui est fait. Le PSDCC compte au total 776 acteurs porteurs de dynamique communautaire. Il fait suite au projet national de développement conduit par les communautés et entièrement financé par la Banque mondiale. Et on parle éducation à présent avec le Centre béninois des langues étrangères qui s'ouvre au grand public. Le CBLAE invite les populations à découvrir ses offres et les activités qu'il mène. C'est l'amphithéâtre Idriss Debitno de l'Université d'Abomey-Calavi qui a abrité la cérémonie de lancement officiel de ces journées portes ouvertes qui durent 5 jours. Compte rendu, Précieuse Akwekonou, Iliad Bukovo. Créé en 1979, le Centre béninois des langues étrangères est une entité de formation et de recherche en didactique des langues. Il est le carrefour de diffusion de plusieurs cultures. Le CBLAE accueille pour la plupart des étudiants étrangers venant du Ghana, du Nigeria, du Japon, des États-Unis, etc. pour leur immersion linguistique. Le CBLAE est une sorte de ministère des Affaires étrangères pour notre université. Par conséquent, il constitue non seulement une vitrine pour le Bénin avec cet afflux annuel d'étrangers, mais aussi constitue un maillon important dans le rayonnement de l'université d'Abomey-Calavi. En ouvrant ses portes au public, le CBLAE veut mieux se faire connaître afin d'améliorer son image. C'est une démarche qui s'inscrit dans une politique globale d'intégration des technologies de l'information et de la communication dans les offres de formation du CBLAE pour renforcer ses liens avec le monde. Si les journées portes ouvertes sur le CBLAE sont destinées à faire connaître davantage les produits de ce centre, elles mettront au passage en relief l'appropriation des langues étrangères en usage en Afrique, le renforcement de la capacité de l'université à les enseigner et à accueillir tous ceux qui désirent rejoindre les grandes familles francophones, anglophones, hispanophones pour mieux communiquer avec le monde. Rendez-vous est donc pris dans les stands installés au CBLAE, 6 Carrefour Marina à Cotonou.
Mobilité pour la formation et la recherche sur l'amélioration des cultures orphelines en Afrique, c'est la dénomination donnée au nouveau projet de l'Union européenne. Ce projet a été lancé en début de semaine et vise à renforcer la formation des étudiants en agronomie. Il va également leur fournir de nouvelles connaissances en la matière. L'Amphi Idriss Debitno a servi de cadre au lancement de ce projet. Enoch Mpati, Alexis Segbemon. Après avoir subventionné en 2016 le programme sur le développement de la chaîne des valeurs des espèces sous-exploitées, un programme dont a bénéficié l'INRAB, l'Union européenne revient cette fois-ci avec un autre projet dénommé Mobilité pour la formation et recherche sur l'amélioration des cultures orphelines en Afrique, MOBRID. Les études que nous avons faites au Bénin témoignent que la situation nutritionnelle du pays représente l'équivalent d'une perte annuelle de 7,7% du PIB. Donc tout investissement pour résoudre ce problème, non seulement a un impact social, mais également un impact économique. De façon concrète, 10 espèces végétales sont concernées par ce projet. L'objectif est de former de jeunes étudiants en agronomie de l'université d'Abomey-Calavi qui vont s'occuper des défis présents et futurs liés au changement climatique et à l'agriculture. À la faculté des sciences agronomiques, nombre de nos équipes de recherche ont travaillé sur divers aspects de la domestication des légumes indigènes. Je souhaite vivement que ce projet très intéressant soit une réussite et soit bénéfique pour nos institutions. Un projet qui cadre bien avec la vision du gouvernement béninois. Le programme MOBRID est sans aucun doute une grande initiative entièrement soutenue par le gouvernement. Les apprenants qui seront diplômés de ce programme de mobilité deviendront un atout pour le consortium. À la fin de ce programme, nous aurions souhaité que ces jeunes travaillent pour développer des variétés nouvelles. D'un montant de plus de 9 millions de francs CFA, 50% de femmes et d'hommes de 6 pays africains bénéficient du projet. À l'étranger, à présent, plus précisément à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, il est devenu monnaie courante d'observer d'énormes couches et nuages de bouteilles et sachets plastiques usagés dans des cours d'eau, des déchets qui s'accumulent au fil des jours. C'est un véritable problème de pollution environnementale et de santé publique auquel sont confrontés les Kinois. Reportage. Du haut de ce pont construit en plein boulevard Lumumba dans la commune de Limete à Kinshasa, on observe une énorme couche de bouteilles et de sacs en plastique usagés et boîtes de conserve. Du plastique qui stagne à l'entrée des caniveaux et empêche l'écoulement normal des eaux usées. Les populations pointent un doigt accusateur vers les autorités, peu préoccupées selon elles par cette situation. Nous souffrons beaucoup, il y a des mauvaises odeurs. Et il y a aussi de l'inondation de maisons. Quand il pleut ici, en tout cas, il y a vraiment des dégâts. Nous lançons un appel au gouvernement de venir faire la curage ici parce que nous souffrons vraiment ici. Le gouverneur de la ville nous a promis que le curage sera fait pendant la saison sèche. Puis il va élever le niveau du tuyau qui empêche les plastiques de couler comme il a fait ailleurs. Mais là, avec ce tuyau, rien n'est résolu et les bouteilles plastiques empêchent l'eau de couler normalement. Quand il pleut, ce sont nos maisons qui sont inondées. À la rivière Kalamu, l'un des affluents du fleuve au Congo, dans la commune du même nom au quartier Kaoka, le visage est le même. Un lit de bouteilles et sachets en plastique couvre les eaux comme c'est le cas dans plusieurs autres cours d'eau de la capitale congolaise. L'environnementaliste Emmanuel Moussouyou s'inquiète de l'impact des conséquences de ces déchets sur le long terme. Ces bouteilles en plastique, ils ont été fabriquées avec des matières chimiques et comme vous le savez, ils peuvent donner ou procurer des maladies aux populations congolaises dans l'avenir. Ces bouteilles en plastique, le fait qu'ils sont jetés dans l'environnement ou dans l'eau, pour qu'ils puissent se dégrader, il faut une période d'au moins 100 000 ans. Vous voyez la gravité de la pollution comme on est en train de le chercher au fait. Donc il y a lieu de bien préserver nos rivières tout en évitant le fait de jeter des bouteilles en plastique. Il n'y a pas que ça, et des déchets solides et ménagers. Plusieurs usagers s'interrogent sur la politique de gestion de ces déchets plastiques en RDC. Des déchets perçus comme l'emblème des habitudes des consommateurs, utilisés, jetés et oubliés.
Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'actualité ce soir à 20h. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur l'ORTV.